Merci de choisir Médian TV pour vous informer. Comment se porte l'économie africaine à l'image de celle mondiale? Elle ne se porte pas du tout bien. En témoigne le rapport annuel sur l'Afrique publié par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Le Covid-19, Omar Baldé, bonjour. Bonjour, Pape Cher. Le Covid-19, rappelons-le, a porté un sacré coup à l'économie africaine. Aujourd'hui, vous allez en parler avec votre invité. On va en parler avec notre invité, mais surtout, on va se concentrer sur l'Afrique du Nord. Que dit le rapport sur l'Afrique du Nord, mais aussi quel est le coût du Covid et du Nord-Maghreb sur les économies nord-africaines. C'est ce qu'on va voir et c'est parti dans l'invité de la rédaction. Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Comme chaque année, le très attendu rapport annuel sur l'économie africaine publié par la CIA vient de paraître. Et cette fois, il est bien évidemment beaucoup question de Covid-19, de son impact et des pistes de relance. Ce rapport couvre l'ensemble des régions du continent. Ce matin, nous nous intéressons à l'Afrique du Nord, où en plus du Covid, le coût du Nord-Maghreb est venu compliquer la situation. Et pour en parler avec nous ce matin, Zoubeir Benhamouche, il est économiste au bureau de l'Afrique du Nord, donc de la Commission économique des Nations Unies. Bonjour Zoubeir Benhamouche. Bonjour. Alors, donc tout d'abord, que dit le rapport sur les économies nord-africaines? Alors le rapport, vous parlez du rapport économique sur l'Afrique Bien sûr. Alors c'est la publication phare de la CEA donc c'est le rapport économique sur l'Afrique. Cette année parle de financement, de financement innovant, de financement des économies africaines. Donc il fait un peu le panorama des outils des modes de financement, donc bancaire, fintech, etc., qui évalue un peu le développement de ces outils de financement pour l'Afrique et fait un certain nombre de préconisations en termes de renforcement des systèmes financiers africains, notamment dans le contexte de la crise de la Covid-19, qui pose d'importants défis en termes de financement des économies, à la fois des États et donc de leur politique publique, mais aussi des entreprises. Donc c'est une revue de l'état des outils de financement, notamment innovants, parce que on parle de finances innovantes là, donc les fintech, mais aussi tout ce qui est financement innovant pour le développement durable. Et donc c'est une évaluation de l'état de l'Afrique dans ce domaine en général. D'accord. Et aujourd'hui, quel est l'impact du Covid-19 dans la région? Alors l'impact du Covid-19 sur la sous-région est multiple. Alors il y a un impact, bien sûr, il y a l'impact de court terme, celui qu'on voit maintenant, qu'on subit, mais il y a aussi l'impact à court et à moyen terme, long terme. Donc j'ai un peu parlé des deux. Donc à court terme, bon, on l'a vu, donc les réponses apportées par les gouvernements dans le monde entier, pour limiter la propagation du virus ont engendré donc une crise un peu en deux sens, c'est-à-dire une crise d'offre et un problème d'offre et de demande. Donc l'offre, c'est la réduction de l'offre avec les confinements et donc la montée du chômage, et donc côté demande, évidemment, le confinement a provoqué une baisse de la consommation, mais aussi donc du coup après un phénomène de boule de neige entre les pertes d'emploi subies par les individus, donc leur consommation est affectée. Alors, il y a pas tous les pays n'ont pas publié des données récentes sur l'impact du Covid, mais on estime que la sous-région devrait enregistrer une croissance autour de moins 4% pour 2020, donc après une croissance relativement faible en 2019, 1,9% seulement. Et donc, l'impact est d'autant plus important que la crise. Au début de la pandémie, on pensait qu'au 4e trimestre, les choses allaient beaucoup mieux. Donc, mais c'est pas uniquement dans la sous-région, mais partout dans le monde. Et puis finalement, la pandémie dure. Et donc, ça accentue les effets de la crise, notamment dans une sous-région qui déjà souffrait de problématiques de chômage, d'un chômage endémique, et qui était tributaire d'un certain nombre de secteurs
comme le tourisme dans certains pays, donc l'Égypte, le Maroc ou la Tunisie, ou les hydrocarbures dans d'autres pays comme l'Algérie ou le Soudan, qui risquent d'être durablement affectés par la crise sanitaire. Et donc ça met à mal des finances publiques qui sont déjà déficitaires. Donc par exemple, le déficit budgétaire en Égypte, c'est moins 1,1% du PIB, ou en Soudan, moins 10,8%, et une dette qui est en forte croissance. Donc on atteint près de 50% du PIB de la sous-région en termes de dette, et un service de la dette qui est en forte croissance, avec plus de 4% du PIB. Et donc c'est supérieur à la médiane africaine, ça. Et donc ça met à mal la capacité des pays à répondre à la crise. Maintenant, on parle du court terme, mais il faut aussi penser au long terme, parce qu'en fait, justement, je pense que c'est cela même aujourd'hui, comment les économies peuvent rebondir sur le long terme. Voilà, donc, alors, on sait que les récessions, et d'autant plus quand elles sont aussi importantes que la récession actuelle, qui est inédite pour l'Afrique du Nord, ont un impact sur la croissance à long terme des pays, d'accord. Et donc, et là, les mécanismes sont assez simples. Enfin, il y a deux gros mécanismes simples. Le premier, c'est l'effet sur l'investissement, donc une baisse de l'investissement, donc une baisse de l'accumulation de capital, et l'autre, c'est sur le capital humain. Et donc le capital humain, là, j'aimerais quand même insister là-dessus. C'est un facteur critique pour ce nouveau monde dont on parle, le post-Covid, dans le monde après-Covid. Et dans ce domaine, la sous-région souffre un peu. Donc avec, je vais mettre une petite parenthèse sur le sujet, parce que c'est un sujet important. C'est-à-dire, les systèmes éducatifs ne sont pas suffisamment performants. Les systèmes de formation globalement, parce qu'il y a aussi la formation professionnelle. Songez que avec tous ces travailleurs qui ont perdu leur emploi dans des secteurs et qui vont devoir aller vers d'autres secteurs, parce qu'il y a des secteurs qui sont durablement impactés. Donc la reprise sera très très lente. Et donc ces travailleurs-là, il va falloir les outiller pour aller faire autre chose. Et donc là, les systèmes de formation professionnelle sont pas suffisamment performants. Mais ça, c'est un problème qui est global. Même dans des pays développés, c'est des systèmes de formation qui subissent une forte pression par le nombre de salariés qu'il va falloir reconvertir. Et donc, mais alors en Afrique du Nord, c'est d'autant plus un souci qu'on a un système de formation publique qui est pas très efficace. Donc là, les participations à des tests internationaux comme le Times ou le PISA le montrent, et avec un choix dans certains pays de faire de l'éducation dans le secteur privé, mais ça, c'est un choix qui est un peu remis en question par la crise, à mon avis. Et surtout, ça entretient la trappe sociale, parce que les individus, enfin les familles les moins aisées envoient leurs enfants dans des systèmes éducatifs publics qui sont pas les plus performants, et au lieu d'être un ascenseur social, finalement, l'école devient une sorte de reproducteur de la situation sociale. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Alors, vous voulez parler de... Bon, en fait, aujourd'hui, oui, on voit là ce que vous évoquez sur le court et le moyen terme. Maintenant, s'agissant globalement des pistes de reprise économique, que préconisez-vous à votre niveau? Je parle bien sûr de la Commission économique des Nations Unies. Alors, cette question de reprise, elle est importante parce que la nature de la crise elle-même fait que on ne peut pas penser, et ça c'est vraiment, je crois que c'est un message important, c'est qu'on ne peut pas penser la reprise sans penser le moyen terme. Je donne un exemple qui est le secteur du tourisme. Le tourisme est très affecté durablement. Les experts du secteur indiquent que probablement le tourisme de masse, c'est pas la tendance future, que le secteur va subir des mutations importantes. Et donc, en termes de politique publique, ça veut dire que il faut pas faire du business as usual. Il faut pas soutenir le secteur comme on pourrait le soutenir dans une crise conjoncturelle toute simple. C'est pas une crise conjoncturelle, c'est une crise structurelle. Et donc, il faut penser au moyen terme. Et ça, c'est global, parce qu'on a quand même la crise étant multidimensionnelle. On a des États qui sont soumis vraiment à des pressions fortes en termes de politique publique, parce qu'ils doivent adresser un tas de sujets. La santé, l'éducation, l'emploi. Donc, et ça met en pression les finances publiques, et d'autant plus qu'on a une situation dans laquelle il faut réagir à l'urgence, donc à la tyrannie de l'urgence, donc le court terme, mais aussi le moyen terme. Donc, le rebond, il faut pas j'insiste sur le fait que ça n'est pas un creux conjoncturel classique. C'est un creux qui est structurel, et donc le rebond va dépendre de la façon
dont on pense le moyen terme et le long terme. D'ailleurs, on est dans une situation où les modèles de développement des pays étaient en essoufflement, hein, donc il y a un certain nombre de pays, l'Égypte, le Maroc ou l'Algérie ou d'autres, qui étaient en réflexion sur changer leur modèle de développement parce qu'ils ne créaient pas assez d'emplois, la croissance de long terme s'est essoufflée, la croissance de la productivité est très faible, et donc ces modèles étaient en question, et ils sont d'autant plus aujourd'hui, et donc il faut réajuster ces visions de moyen terme, long terme que les pays étaient en train de reconstruire, donc tous étaient dans une vision plus ou moins 2030-2035, il faut revoir ça. À ça, il faut greffer le changement climatique, dont les effets sont de plus en plus tangibles. Et donc, il faut intégrer les principaux changements qu'induit la crise. Et en termes de rebond, il y a quelque chose qui est très important à adresser, parce que je pense qu'on va se poser la question fatalement des secteurs. Est-ce qu'il y a des secteurs justement, c'est ce que j'allais évoquer. On sait que la plupart des secteurs sont évoqués, on pense notamment au secteur du tourisme, de l'aérien, mais après le Covid, quels devraient être les secteurs prometteurs qui vont soutenir les économies et peut-être sur lesquels il faudrait peut-être davantage investir et soutenir au niveau public? Alors, je vais répondre à votre question en deux temps. Le premier, c'est si vous voulez un secteur, il y a qui est transversal, c'est le digital. Bon, ça, je vais y revenir. Donc, le digital, c'est un secteur qui est très important, qui l'était, mais qui le devient de plus en plus parce que la crise a provoqué une accélération de la digitalisation avec ses opportunités et ses menaces. Donc, la menace, c'est quoi? C'est que, en fait, le digital, alors le digital, c'est pas juste le smartphone et le site internet pour l'entreprise. Le digital, c'est vraiment une transformation profonde des modes de production et de consommation. Hein. Et ça va au-delà. C'est même la société qui est profondément impactée par cela. Et donc, c'est fondamentalement la data, donc les données et les outils pour exploiter ces data. Et donc, les data, c'est des données gigantesques, des quantités gigantesques, de nature différente, de formes différentes. Et ça, c'est quelque chose sur lequel les pays sont pas préparés. C'est-à-dire que si on regarde un peu les indicateurs internationaux qui existent dans le domaine sur le digital, donc l'Afrique du Nord et l'Afrique globalement est pas très bien classée. Donc là, c'est un investissement massif qu'il va falloir devoir faire. Donc c'est une menace parce que il y a certaines études qui sont pas très très anciennes dans certains pays d'Afrique qui indiquent. Alors, il y a plusieurs pays, mais ça varie. L'impact varie selon les pays. Donc en Afrique, les pays regardés, c'est près de 50% de l'emploi qui est menacé. Donc c'est gigantesque. Hein. Donc, et en dehors du digital, quel autre secteur apparaît selon vous comme prometteur? Alors ça, c'est une question qui est compliquée parce que ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Ça dépend de justement le deuxième changement important induit par la crise, c'est la réorganisation des chaînes de valeur entre des chaînes de valeur mondiales vers les chaînes de valeur locales, qui a déjà commencé. La défragmentation du commerce a déjà commencé au début des années 2010, mais elle va s'accélérer. Et donc ça va dépendre un peu il y a beaucoup de facteurs qui seront importants pour cela. Mais il y a un message très fort. Pour moi, c'est le fait que la transformation structurelle, donc la réallocation des ressources au sein des économies de la sous-région, des activités les moins productives vers les plus productives, se faisait pas très bien en Afrique du Nord, d'accord. Et là, on a une transformation structurelle qui est subie parce qu'il y a un choc asymétrique. Il y a des secteurs qui sont beaucoup plus impactés que d'autres. On l'a dit, le tourisme, l'aéronautique, etc. Et donc, il va falloir maintenant réallouer donc ces facteurs de production, le capital de travail vers ces secteurs-là. Moi, je crois, et alors dans un rapport qu'on a fait en 2018, on a montré que ce problème de transformation structurelle qui est faible dans les pays d'Afrique du Nord vient probablement de l'existence de distorsions importantes au sein de l'économie. Et alors moi je pense pas que c'est l'État qui va, c'est pas l'État qui va décider de quels secteurs sont importants ou pas. Et le marché sera déterminant, et le marché global, hein, parce qu'on est dans une économie globalisée. Et donc je pense que le rôle de l'État là, ça va être de faire en sorte de lever toutes les entraves qui font que les ressources ne s'affectent pas de façon efficace dans l'économie. Et en gros, il faut lever les entraves qui font que les entreprises les plus compétitives n'arrivent pas à accéder aux facteurs dont elles ont besoin pour croître et créer de l'emploi. Songez que 20% des entreprises créent 80% de l'emploi, et notamment les entreprises à haut potentiel qui n'arrivent pas à se développer dans la sous-région. Donc, au-delà de cette question de secteur, je pense qu'il faut la voir en termes de libérer le potentiel des économies en travaillant sur la levée des entraves
à l'allocation des facteurs de production au sein de l'économie. Donc là, vous posez en fait le lien qui devrait exister donc, entre les institutions et les acteurs de développement. Donc, en tout court, le lien entre institutions et développement. Selon vous, dans les pays d'Afrique du Nord aujourd'hui, comment ce lien devrait se traduire? Alors, oui, c'est un sujet très important. Donc, je parlais de distorsion maintenant. Donc, distorsion, alors les distorsions qui viennent des marchés, parce que les marchés fonctionnent pas bien. Donc, c'est le rôle de l'État de les corriger. Mais en fait, il y a des distorsions qui viennent des institutions elles-mêmes. C'est-à-dire que dans les politiques publiques menées, on crée un certain nombre de distorsions. Il y a une inefficience de la gouvernance qui crée des distorsions dans l'économie, qui ne permet pas aux acteurs privés d'accéder aux ressources dont on a besoin. Donc, la gouvernance, moi je crois que c'est la clé de voûte des réformes à faire, notamment dans ce post-Covid, parce qu'on doit, comme je l'ai dit, on doit adresser beaucoup de sujets en parallèle. Et ça nécessite une gouvernance efficiente. C'est pas le cas. Quand on regarde les indicateurs internationaux aussi sur l'évaluation de la qualité de la gouvernance dans l'Afrique du Nord, bien sûr, il y a une hétérogénéité entre les pays, mais globalement, la sous-région performe pas bien. C'est-à-dire qu'il y a des réformes importantes qui doivent être faites en termes d'amélioration de la gouvernance, de fonctionnement des institutions, pour répondre plus efficacement aux besoins de l'économie pour le développement. Alors, cela dit, dans un futur proche, si on essaie de se projeter, comment voyez-vous en fait l'évolution, ou vers quelle efficacité doit-on s'acheminer pour rendre plus performantes les différentes stratégies et autres qui sont mises en place dans les pays, afin qu'elles se concrétisent davantage sur le terrain et mieux accélérer le développement structurel ou cette transformation structurelle? Alors, vous savez, quand on regarde un peu toutes les productions faites sur la sous-région ou autre, les recommandations de politique publique sont souvent récurrentes, hein. Mais dans la crise actuelle, dans le travail qui a été fait récemment, donc que nous avons fait récemment, nous soulignons l'importance de 4 axes majeurs Assez rapidement. Oui, de 4 axes majeurs pour faire face aux défis de la crise actuelle et répondre aux besoins de développement des pays. C'est l'innovation, mais au sens large. Il faut libérer le potentiel d'innovation des pays. Donc, je ne parle pas simplement de technologie, mais l'innovation vraiment au sens large, dans la façon dont on résout les problèmes de politique publique, etc. Donc, c'est vraiment au sens large. C'est le capital humain, ça va être critique. C'est le digital, comme je l'ai dit. Donc, il faut vraiment des politiques très volontaristes, des plans numériques, mais même au niveau, puisque j'ai l'impression que vous vouliez parler d'intégration au départ. Donc, c'est le digital, et le quatrième axe, c'est la gouvernance pour la rendre plus inclusive, plus transparente, plus efficiente. Merci beaucoup, Zubair Ben Hamouche. Je rappelle que vous êtes économiste au bureau Afrique du Nord de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Merci à vous, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Retrouvez cet entretien sur nos pages sur les réseaux sociaux et sur notre site medientv.com. Bonne suite de programme sur Médien TV.